Bonjour à tout le monde en tout cas et un grand merci à vous d'être connectés ce matin à notre webinaire sur la qualité des matières. Donc la problématique, c'est pourquoi et comment gérer la qualité des matières dans le PLM. Alors avant de commencer, je vais vous demander pour le bon déroulement de ce webinaire de couper vos micros et vos caméras. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. On aura une partie euh, questions-réponses à la fin de cette présentation. Et puis, si vous avez un problème technique, utilisez le bouton lever la main et on interviendra. En termes de timing, on est sur à peu près 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Donc voilà, donc une fin vers 11h45, 11h50 à peu près. Alors, nous sommes deux ce matin à- à intervenir dans le cadre de ce webinaire. Donc, Elsa, je vais te laisser te présenter, puis je vous dirai deux, trois petits mots un petit peu aussi sur mon parcours. Je t'en prie, Elsa, vas-y. Elsa? Elsa, ton micro est Voilà, coupé. voilà, oui. Excusez-moi, voilà, c'est une première, donc petit raté au démarrage. Je suis ravie d'être avec vous, ici ce matin. Je m'appelle Elsa, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le textile, une formation de modélisme, donc j'ai fait du patronage, du développement de produits, en gros import, ou aussi j'ai travaillé dans l'industrie, pour le luxe en France. Et au sein de Fit Retail, je suis consultante spécialisée 2D, 3D dans le design et la création. Donc tout ce qui est digitalisation des étapes de création et de conception des produits. Voilà. Super, merci beaucoup, Elsa. Alors, moi, je m'appelle Laure Galland. Alors, pour ceux qui sont habitués enfin, qui se connectent régulièrement à nos webinaires, c'est pas la première fois que vous me voyez. Moi, ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans le monde de la mode. Particulièrement au sein de sociétés de conseil et d'éditeurs de logiciels, et plus de 20 ans dans le PLM. Donc, j'ai une certaine expertise dans ce domaine et je connais bien les solutions présentes sur le marché de la mode. Et au sein de Fit Retail, que j'ai intégré il y a bientôt 5 ans, je suis responsable de l'offre et du développement de l'offre PLM. Alors, présentation de notre sommaire aujourd'hui. Donc, on va avoir une phase d'introduction pour planter un petit peu le décor sur la qualité des matières. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes à, à vous, euh, à vous partager. Ensuite, pourquoi est-ce important de s'intéresser à la qualité des matières et comment gérer la qualité des matières dans le PLM. Ensuite, on aura une petite synthèse, une petite conclusion et évidemment une session de questions-réponses. Et j'espère que vos questions seront nombreuses et on sera ravis d'y répondre. Alors, en introduction, la qualité des matières. Pourquoi c'est important de s'y intéresser? Parce que la qualité des matières affecte à hauteur de 50% la qualité des produits vestimentaires. Donc, c'est une raison et une raison importante pour s'y intéresser de près. Alors, lorsque l'on parle matière, on parle principalement des tissus. C'est vrai, quand on pense matière, on pense tissu, mais ça serait dommage d'oublier aussi les fournitures. Donc, matière, c'est à la fois les tissus et les fournitures. Donc, s'intéresser aussi à la qualité des zips, à la qualité des boutons, à la qualité des thermos, c'est également important. Alors, autre point qu'on voulait enfin voilà, discuter et partager avec vous, c'est que la qualité, enfin, les matières, on les évalue pas et on gère pas la qualité des matières dans l'absolu. C'est important d'évaluer la qualité de la matière suivant l'usage qui va en être fait. Et les tests qu'on va prévoir de faire sur une matière sont liés à l'usage de cette matière. Donc ça, c'est aussi un point important qu'on voulait partager dans le cadre de cette introduction. Alors, les prérequis, hein, avant de parler qualité, en général, quand on pressent une matière, on va d'abord, enfin, on va établir un cahier des charges de cette matière. On va définir cette matière par rapport à un besoin, par rapport à un usage et établir un cahier des charges. Donc, quelles sont les spécifications de la matière dont je vais avoir besoin? Donc, ça, c'est important avant même de commencer à faire des recherches matières. Déjà, c'est de fixer un cahier des charges.
Ensuite, quand on va demander différents échantillons à différents fabricants, c'est important de demander une fiche technique au fabricant pour avoir confirmation des spécifications qu'on attend. Alors, je sais que certains fournisseurs se font un peu tirer l'oreille, que c'est quelquefois un petit peu long, mais en tout cas, il faut insister pour avoir cette fiche technique parce que déjà, c'est un engagement du fournisseur par rapport aux caractéristiques de la matière qu'il va vous envoyer. Et puis derrière, c'est important de faire des contrôles, en réalisant des tests. Parce que la grande question, c'est le tissu qu'on va réceptionner, va-t-il répondre aux spécifications demandées et pourra-t-il satisfaire l'usage prévu? Alors, en termes d'exigences par rapport à la qualité des matières, on a identifié, nous, 4 types d'exigences. Une première exigence par rapport, à la résistance aux sollicitations des utilisateurs, donc par rapport à l'usage qui va être fait de cette matière. Donc, cette partie-là est évidemment fondamentale, hein, de tester la matière par rapport à l'usage qui va en être fait. Deuxième type d'exigence, c'est la résistance aux sollicitations de l'environnement. Comment cette matière va résister à l'eau, va résister à la lumière, comment les couleurs vont réagir. Donc la résistance aux sollicitations de l'environnement, c'est aussi un type d'exigence important. Et puis l'entretien, évidemment, parce que le vêtement qui va être fabriqué avec cette matière, il ne va pas être porté une seule fois. Il va devoir, passer en machine ou en tout cas être entretenu, pour être porté, plusieurs fois. Puis on voit qu'avec la seconde main, on va encore pousser, la durée de vie du produit, donc l'entretien. Donc on va tester aussi cette matière par rapport à l'entretien et ses réactions, au lavage à sec, au lavage en machine, au séchage tambour et cetera. Donc ça, c'est aussi, un type d'exigence, important. Et enfin, évidemment, l'esthétique, puisque cette matière, elle répond, heu à des problématiques d'esthétisme et elle va être utilisée pour réaliser un vêtement, donc c'est une exigence importante. Juste en introduction, quelques exemples de tests et de contrôle qualité, en termes d'usage ou en termes d'entretien. Alors les gens qui sont, évidemment des experts métiers, voilà, je n'apprends rien, c'était juste pour un petit peu, donner quelques petites infos sur, quel contrôle qualité test, c'est quoi? C'est par exemple le contrôle de la mesure de la masse, donc le poids au mètre carré de cette matière. Ça va être le contrôle de l'épaisseur du tissu, de la résistance à la torsion, à la traction, la résistance des coloris, on en a parlé pour l'entretien, et cetera. Donc ça, c'est des exemples de tests, qui vont être réalisés, soit en interne, si on a un laboratoire, interne, soit, via un prestataire extérieur. Voilà. Donc, Laure a évoqué là, c'était des tests plutôt physiques sur les propriétés des matières. Il y a une grosse partie des tests aussi, vous le savez, hein, qui va concerner une partie un peu plus chimique et s'assurer de l'innocuité des matières, notamment avec les normes au niveau européen, avec REACH et tout ça. Et évidemment, le non-respect de ces normes se traduit par des campagnes de rappel des produits et ce qui peut entraîner des coûts faramineux, des problèmes juridiques et une réputation entachée pour les entreprises. Voilà. Un autre aspect, on a parlé des normes et de réglementation, ça va être aussi, tout ce qui est plutôt label et certification. Donc encore une fois, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus pointus que moi sur ce sujet. D'ailleurs, vous avez peut-être, voilà, les petits labels qui apparaissent, qui sont bien connus, dans notre secteur, que ce soit, Ocotex pour, l'absence de produits toxiques, dans les vêtements, le label GOTS, au niveau du coton bio et de la responsabilité, au niveau de la production. On a aussi le label RWS pour la laine, l'écolabel européen qui est plus sur la partie, environnementale et qui est pas seulement, limité au textile. Et puis après des labels plus en lien avec la traçabilité, comme, le label France Terre Textile qui qui indique qu'il y a au moins 75 de la production, qui a été réalisée en France. Voilà. Maintenant qu'on a vu, l'étendue des tests qui étaient possibles, on va maintenant survoler, hein, puisque c'est pareil, vous êtes déjà dans ces problématiques-là, les enjeux de la qualité matière, pour une entreprise.
Donc les enjeux, ça va être d'abord au niveau du produit fini, puisque confectionner un produit avec une matière qualitative, c'est garantir à hauteur de 50% à peu près la qualité du produit fini. Le reste, ça va être la confection. Un autre enjeu important, ça va être au niveau de l'image de marque. La qualité, elle est synonyme de solidité et de durabilité du produit, et ça peut permettre de séduire une nouvelle clientèle qui est soucieuse de consommer moins et mieux. Et puis également, il y a l'importance de la seconde main et puis du concept de consommateur-vendeur. En fonction de l'image de marque, la valorisation en seconde main, elle va être augmentée. Évidemment, la fidélisation des clients, si les clients perçoivent la marque comme fiable et offrant de la qualité, ça incite implicitement au renouvellement d'achat. Un dernier enjeu, ça va être la limitation des retours clients, notamment avec les achats en ligne, puisqu'on sait que à peu près 30% des retours sont liés à la qualité du produit. Et donc limiter les retours, au niveau de l'entreprise, ça a des répercussions financières puisqu'on a les coûts de transport, la gestion, qualité des retours, le reconditionnement et cetera. Il y a aussi évidemment, l'impact environnemental de ces retours. Donc évidemment, quand on parle impact environnemental au niveau d'une entreprise, la RSE n'est jamais très loin. Hem Voilà, donc sur la RSE, évidemment, au niveau de l'environnement, s'intéresser à la qualité matière, ça va être s'intéresser à l'impact écologique de ces matières. Donc que ce soit au niveau de l'agriculture, du filage, du tissage, de l'ennoblissement ou de la teinture, il y a quand même beaucoup d'étapes qui peuvent avoir des impacts. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est label et certification va permettre, d'obtenir une meilleure traçabilité et des meilleurs, résultats par rapport à tout ça. Heu et donc effectivement, tout ça va nous permettre ensuite de nous amener à des démarches d'éco-conception qui vont dans des démarches, communes, hein, notamment avec, les volontés au niveau européen d'aller vers des produits, plus durables, plus économes, et plus réparables et qui vont, être faits de plus en plus dans des matériaux recyclés. Tout ça donc nous amène à penser, à des analyses de cycle de vie du produit et à revoir, ces processus de développement. On a évoqué déjà la durabilité, donc là on va s'attacher, à parler de la circularité du produit et donc évidemment, la durabilité et la qualité de la matière a toute sa place dans cet enjeu-là, puisque, des études prouvent que, au niveau de l'impact carbone d'un produit, c'est son réemploi en Europe qui a, l'impact le plus positif, puisqu'il va même réduire le bilan carbone de ce produit-là. Et donc, en s'assurant de la qualité matière, on va favoriser son réemploi et sa réparabilité. Pour finir sur le volet RSE, évidemment, au niveau sociétal, avoir, à cœur des problématiques de qualité matière, ça va de pair avec des relations fournisseurs pérennes et des volontés responsables au niveau des achats et de vraiment, suivre, ces matières, dans la durée et de travailler comme ça, avec ses partenaires. Voilà. Je voulais terminer un petit peu cet aperçu là sur, la qualité matière avec un enjeu, une petite présentation aussi, au niveau de la production puisque, on le sait, hein, dans le textile, environ 20% de la matière, est déjà jetée rien qu'au moment de la coupe des produits. Donc il y a des problématiques qui sont liées, au placement et tout ça, mais aussi, à la qualité matière. Et donc une matière dont on aura mieux géré le contrôle en amont, que ce soit au niveau du shading, de la déformation de la trame, des défauts de tissage, ça permet de réduire de facto le taux de perte en limitant les métrages éliminés pour défaut, en diminuant les placements correctifs et les recoupes, et ça permet aussi d'optimiser, l'emploi matière. Dans cette démarche vertueuse, qui peut s'inscrire dans un processus d'amélioration continue, ça implique également une meilleure meilleure maîtrise des quantités produites, notamment une diminution des shortages sur les quantités commandées ou au contraire d'éviter les surstocks. Et enfin, la réactivité et les actions préventives, notamment avec une meilleure communication et gestion qualité des bulks, fabriqués bien en amont, ça permet d'intervenir, avant la confection pour résoudre des éventuelles problématiques rencontrées, stabilisation en cas de retrait trop important, une modification, des placements pour gérer des
des problèmes de lisière et des choses comme ça, qui vont à terme limiter la fabrication de non-conformité, éviter la production de pièces défectueuses et ainsi diminuer des coûts de défaut. Voilà. Super, merci beaucoup Elsa. Je vais vous le redire, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser dans notre chat et on y répondra. Puisque là, on va changer un petit peu de chapitre. On va voir maintenant comment gérer la qualité des matières dans le PLM. Alors, pour cette gestion de la qualité matière dans le PLM, je vais vous proposer en fait 2 modes de gestion. Un mode dit simplifié, donc un mode assez basique qu'on retrouve assez fréquemment, puis un mode avancé, donc un mode plus poussé où on va plus loin dans le paramétrage du PLM pour gérer cette qualité. On va commencer par le mode le plus simple, donc le mode dit simplifié. Le mode simplifié, enfin, à partir du moment où on veut gérer la qualité des matières dans le PLM, évidemment, la première étape, c'est de gérer la matière et de gérer une bibliothèque de matière dans le PLM. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer cette fiche matière dans le PLM avec, donc c'est ce que vous voyez à l'écran là, une fiche matière avec des caractéristiques par rapport à cette matière, des caractéristiques physiques. Donc quand on va initialiser cette fiche matière, on a pressenti cette matière, on l'a référencée dans le cas d'un salon, on a vu un fournisseur, on va initialiser cette fiche matière. Au départ, on n'aura pas toutes les informations parce que voilà, on ne sait pas tout encore en détail, mais cette fiche, elle va vivre au fur et à mesure du développement de la collection. Et encore plus quand cette matière va être validée pour réaliser un premier proto en collection, voire derrière continuer sa vie aussi en production. On peut déjà, donc on voit qu'on peut gérer assez facilement avec une configuration assez simple les spécifications de cette matière, hein, le nombre de fils, la torsion, enfin voilà. On peut gérer aussi de façon assez basique un lien avec des pièces jointes, c'est-à-dire à partir de la fiche matière, on voit dans ce cadre en fait des petites cases à cocher. Et à partir du moment où on a réceptionné des tests fournisseurs, par exemple, ou les tests du laboratoire, ça va cocher automatiquement la petite info au niveau de la fiche matière. Donc, on pourra déjà avoir au niveau de la fiche matière des informations liées au test réalisé ou pas. Donc, la première chose à faire, c'est d'initialiser cette fiche matière, hein. C'est pour ça que les gens qui font du travail à façon, ça leur parle parce que quand on fait du travail à façon, on approvisionne des matières et donc on a forcément une bibliothèque matière dans le PLM, ce qui n'est pas forcément le cas pour des entreprises qui font de l'achat de produits finis. Donc la première chose, c'est cette fiche matière. Ensuite, on va gérer au niveau de la fiche matière tout ce qui est vignette d'entretien, composition, etc. Parce que c'est des caractéristiques importantes qui vont servir notamment quand on va faire des tests d'entretien, on va les tester par rapport à ce qui est prévu pour cette matière-là. Donc, bon, les caractéristiques de lavage basiques, hein, repassage, etc. Donc ça va être aussi une information qu'on va stocker dans le PLM au niveau de la matière. Après, ben, comme on va demander au fournisseur sa fiche technique, à un moment donné, c'est important d'utiliser le PLM pour stocker l'ensemble des informations relatives à la matière et notamment la fiche technique du fournisseur avec toutes les spécifications de cette matière. Donc là, en général, le PLM propose en fait un coffre-fort documentaire. Donc on va pouvoir associer en pièce jointe de ma matière toutes les informations additionnelles, dont la fiche technique fournisseur. Ça permet de partager en interne avec l'ensemble des acteurs et l'ensemble des personnes qui vont travailler cette matière, hein, d'avoir les spécifications techniques confirmées par le fournisseur. Et puis, on va pouvoir également utiliser le PLM pour gérer les certificats. On a parlé de la certification REACH ou Ecotex. Ces certificats ont une date en fait de validité, hein. On n'est pas certifié ad vitam aeternam quand on est fournisseur. Donc, en fait, ou la matière, par exemple, si j'ai un certificat Ecotex sur ma matière, j'ai des dates à gérer. Donc, le PLM peut être utilisé également pour gérer ces certificats, pour gérer ces dates de validité des certificats, pour gérer des alertes par rapport à ça. C'est aussi extrêmement pratique d'utiliser cette plateforme pour ça.
Et ce certificat, il peut être mis également en pièce jointe de ma matière ou de mon fournisseur si c'est un certificat qui est associé au fournisseur. Donc là, voilà, c'était les certificats. Un dernier point sur les résultats de test, puisqu'on va faire réaliser des tests sur cette matière. On va passer par un laboratoire extérieur et les résultats des tests, c'est aussi important de les stocker dans le PLM. Donc, toujours pareil, on va utiliser tout ce qui est gestion documentaire pour gérer en fait les résultats des tests de mon laboratoire. Donc là, on est sur un mode assez simplifié. On a vu une fiche matière, donc avec des caractéristiques techniques. On a vu la partie composition entretien, et puis ensuite un ensemble de pièces jointes associées à cette matière. Donc là, on est sur un mode de gestion assez basique qu'on retrouve assez fréquemment en fait dans les entreprises de mode aujourd'hui, parce que c'est vraiment pas très compliqué à mettre en œuvre et ça permet déjà de partager toutes ces infos-là, enfin d'utiliser le PLM pour partager en interne toutes ces informations. Donc là, on va passer sur un deuxième mode de gestion, un mode dit avancé, donc un mode beaucoup plus poussé, où on va configurer le PLM de façon plus importante pour gérer cette qualité matière. On part toujours évidemment de cette fiche matière, puisque voilà, c'est la matière dont on parle, donc il faut qu'elle existe dans le PLM, cette fiche, que cette matière soit référencée. Donc ça, c'est toujours la première étape. Voilà, bon, je ne vais pas m'éterniser parce qu'on l'a déjà vu. Alors, la deuxième étape, c'est de gérer les tests unitaires dans le PLM. C'est qu'en fait, utiliser le PLM pour créer en fait un objet de test avec toutes les caractéristiques attendues sur les tests, sur la méthode, sur la cible. Et voilà, de gérer une bibliothèque de tests unitaires dans le PLM. Donc, on va gérer toutes les informations. Donc là, on voit qu'on a un mode de gestion beaucoup plus poussé que ce qu'on a vu précédemment, où on avait juste une pièce jointe avec les résultats des tests. Là, on va gérer de façon unitaire les tests avec toutes les caractéristiques associées aux tests. Ensuite, on va gérer des templates de tests, donc en fait un regroupement de tests, des standards pour gérer l'usage et donc regrouper les tests par rapport à un usage donné. Donc, ces standards de test, après, on va les affecter à des matières. Et comme ça, on saura exactement par rapport à l'usage de la matière, quels sont les tests à réaliser. Donc, l'usage, c'est ça, c'est un regroupement de tests. Donc, par exemple, quand j'ai une matière qui est prévue pour un pantalon, on va prévoir un ensemble de tests par rapport à l'usage qui va être fait donc, pour ce pantalon. Et puis, ce standard, en fait, ce regroupement de tests, on va l'affecter à la matière pour ensuite envoyer cet ensemble de tests. Soit c'est réalisé en interne, s'il y a un laboratoire interne, le laboratoire saura exactement quels sont les tests attendus sur cette matière. Soit on passe par un laboratoire extérieur et pareil. Alors, on peut envoyer à partir du PLM la liste des tests, ou alors du coup, on a un mode de collaboration et on va le revoir juste après. Donc là, je suis sur une matière, sur un woven fabric. Donc, je suis sur une fiche matière, j'ai un onglet qualité et je retrouve en fait la liste des tests à réaliser avec déjà des résultats. Donc, en fait, je vais gérer au niveau de cette fiche-là les tests et également les résultats que j'ai soit ressaisis moi, soit le fabricant, enfin le laboratoire l'a saisi parce qu'il a un accès au PLM et c'est aussi justement ce que la collaboration proposée par le PLM via un portail spécifique. Donc voilà, c'est la dernière étape, c'est vraiment la partie collaboration avancée. Enfin voilà, en interne, enfin tous les utilisateurs, tous les gens qui vont intervenir sur cette matière ont une licence. On peut aussi donner une licence à des partenaires extérieurs, que ce soit le fabricant de la matière lui-même ou que ce soit un laboratoire. Et le laboratoire va pouvoir se connecter directement au PLM pour aller saisir
pour aller saisir les résultats. Donc là, sur un process de collaboration assez basique, vous avez les stylistes, par exemple, et un développeur matière, parce que souvent, quand on a un mode de gestion avec une qualité matière assez poussée, on a quelqu'un en interne, donc un développeur matière qui va travailler sur ces problématiques-là. Donc, il va y avoir une sélection de la matière par rapport à une définition de l'usage qui va être fait de cette matière. On va demander un échantillon. On va le réceptionner, on va définir des tests, et puis on va y envoyer ces tests au laboratoire. Et puis, le laboratoire va réaliser ces tests et va pouvoir fournir ses résultats ou se connecter au PLM pour saisir les résultats directement. Donc, dans ce mode avancé, on peut gérer tout un workflow autour de cette matière, tout un, oui, un ensemble d'activités, d'étapes affectées à des utilisateurs. On va pouvoir gérer des alertes, etc. et définir tout ça avec des dates, avec des durées, paramétrer tout ça. Et du coup, voilà, suivre le process en fait de mise au point de la matière et de la qualité. Donc ça, c'est aussi enfin, c'est utiliser le PLM dans un mode un peu poussé pour gérer tous ces process liés à la mise au point de la matière et de la qualité. Donc là, on va pouvoir donner un accès, là c'est le laboratoire qui va pouvoir saisir en fait le résultat du test directement via un portail, se connecter au PLM et saisir le résultat. Donc en fait, un mode collaboratif poussé avec le laboratoire. Le PLM, il sert aussi à gérer tout un tas de synthèses, de graphiques. Donc, c'est un moyen de gérer, en fait, de piloter tout un tas d'indicateurs donc, sur l'ensemble des données qui sont liées au développement d'une collection. Mais là, aujourd'hui, on va parler particulièrement de ce qui concerne la matière. Donc là, on a un exemple de graphique qui est lié aux échantillons matière et au statut par rapport aux échantillons matière. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais oui, quand on saisit les résultats des tests, on peut aussi paramétrer des automatismes en disant, si j'ai, je ne sais pas, 95% de mes tests qui sont positifs, je considère que ma matière change de statut et passe en statut validé. Et donc, elle va pouvoir continuer son cycle de vie et être utilisée en collection, en production, etc. Donc, voilà, ce type d'automatisme est assez facilement paramétrable. Donc là, on a un indicateur, enfin voilà, un graphique sur mes échantillons matière et quels sont les statuts de ces échantillons. Avec, ce sont le plus souvent, les PLM proposent des graphiques intelligents, hein, c'est-à-dire que si on clique sur une barre, on voit dans la partie basse, en fait, le résultat de la zone sur laquelle on a cliqué. On va pouvoir gérer aussi, voilà, pareil, hein, utiliser les indicateurs et les graphiques proposés par le PLM pour gérer les tests, quels sont, donc là, le premier graphique de gauche, c'est quels sont les tests qui ont été validés versus les tests qui ont été rejetés. On peut faire aussi une synthèse par rapport aux couleurs. Enfin, on peut imaginer tout un tas d'indicateurs qui vont faciliter la vie et le travail des gens qui sont en charge, en fait, du suivi de la qualité. On va pouvoir également, et c'est vrai que j'en ai pas forcément encore parlé, mais avant de faire un choix de matière, surtout quand on a prévu des gros volumes ou qu'on croit vraiment en cette matière et on sait qu'on va faire plusieurs produits potentiellement avec, on va peut-être demander des échantillons à différents fournisseurs et faire réaliser des tests en parallèle. Donc sur une même matière, je vais avoir des tests relatifs à la matière de mon fournisseur alpha et puis mon fournisseur bêta et pouvoir comparer les résultats. Ça va être aussi un moyen de m'aider dans mes choix avant de choisir une matière, de regarder par rapport aux résultats de test laquelle semble la plus pertinente. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur l'utilisation du PLM pour gérer la qualité des matières et les tests. Alors, en synthèse, on va revoir un petit peu quelques bonnes pratiques que je voulais partager avec vous.
Donc la première, c'est de bien définir les caractéristiques de la matière par rapport à son usage futur. Et ça, je pense que voilà, c'est une bonne pratique et je pense que les gens comme vous qui travaillent dans le métier, c'est des choses que vous faites régulièrement. Contrôler les données fournies par le fournisseur en réalisant des tests. Alors, parce que la fiche technique, c'est certes un engagement, mais je pense que c'est important derrière de le contrôler. Réaliser des tests complets avant de commander la globalité des métrages et comparer les résultats pour faire le bon choix. On vient d'en parler. Noter dès la phase de collection les problèmes détectés sur la matière. Alors, on sait qu'en phase de collection, la matière n'a pas la même caractéristique qu'en phase de production. Ça n'empêche que dès la phase de collection, s'il y a des problèmes, enfin, si on a déjà détecté un boulochage ou un problème de résistance aux coutures, etc. Je pense que c'est bien de le notifier dans le PLM et d'utiliser le PLM pour ça, parce que ça permettra de mettre une alerte ou peut-être même déjà de dire cette matière-là, on la garde pas pour la suite parce qu'elle n'est pas suffisamment fiable. Donc, utiliser la phase de collection pour essayer de détecter certains points et en tout cas d'utiliser le PLM pour stocker toutes ces informations précieuses. Et puis dernière fonctionnalité qu'on va utiliser aussi beaucoup dans le PLM, c'est la nomenclature. Parce que si on détecte un problème qualité sur une matière, on va s'appuyer sur la nomenclature et sur les cas d'usage de cette matière. Donc retrouver automatiquement via le PLM tous les modèles, tous les produits qui utilisent cette matière pour faire des remplacements en disant cette matière-là, on arrête parce qu'on a vraiment des gros soucis. Donc on propose une nouvelle matière pour la remplacer. Et du coup, le PLM permet de faire des remplacements en masse, donc via cette fonctionnalité de Where Use, et on gagne un temps précieux dans la mise à jour des nomenclatures. Voilà pour moi. Elsa, je te laisse conclure. Oui, en fait, ça nous paraissait important d'ouvrir un petit peu, notamment avec nos domaines d'expertise chez Fit Retail, qui sont en lien avec la digitalisation. Et je voulais parler un petit peu de la qualité matière et de la transformation digitale, notamment au travers de la matière digitale, ce qu'on appelle la Digital Twin Fabric. Si vous n'avez pas vu le webinaire de notre collègue Alexandra sur ce sujet, je vous conseille de le faire, c'est très intéressant. Donc la matière digitale, elle s'inscrit dans une refonte digitale de la création, avec les textures, les propriétés physiques et le comportement des matières. Donc il y a déjà des tests physiques qui sont réalisés sur cette matière-là pour pouvoir simuler de façon pertinente son drapé dans des logiciels de prototypage 3D. Donc il y a des marketplaces ou des entreprises qui sont spécialisées dans la numérisation, dans la digitalisation des matières. Les matières digitales, ça permet de faire un choix plus rapide au moment de la collection de ces matières, grâce aux simulations avec le prototypage 3D, et ça permet une refonte de son cycle de développement en collection. Un autre point qui est intéressant dans la digitalisation, c'est tout l'aspect digital supply chain, où on va avoir un fonctionnement différent sur le recueil des données, et on va avoir des matières qui, dès le départ, vont intégrer toutes les informations qui la concernent, que ce soit les fournisseurs de rang inférieur, les compositions, les certifications. Donc le fait d'avoir toutes ces données très en amont, ça permet une prise de décision plus rapide et ça améliore la vitesse de mise sur le marché, qui est une problématique qui est assez importante pour beaucoup d'acteurs en ce moment. Il y a également aussi la possibilité d'interroger tout son parc fournisseur lors d'un nouveau besoin, et de s'éviter, en fait, toujours dans des problématiques RSE, de l'envoi de plusieurs rebraques, des coupes échantillons, des coupes de collection, tout ça. Dans l'environnement digital, on a aussi tout ce qui est digital approval, donc toujours en lien avec la qualité. Je pense notamment tout ce qui est gestion de la colorimétrie, puisqu'on a des solutions maintenant en collection comme en production, en s'appuyant sur des données de couleurs spectrales qui permettent de réduire, de faire des validations entièrement digitales et de réduire les lab deep et d'obtenir des validations beaucoup plus rapides. Sur le digital approval, on pourrait aussi évoquer tout ce qui est en lien avec l'industrie 4.0, les machines de test connectées qui permettent à des entreprises de vérifier l'équipement qui est dans un laboratoire à distance, ou les machines de coupe intelligentes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la digitalisation en lien avec la qualité actuellement. Voilà.
Super, merci beaucoup Elsa. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va regarder sur le chat. Alors, je te confirme, Laure, qu'il y a eu quelques questions de poser. Bien. Donc, on a une question de Nolwenn qui demande est-ce qu'il est possible de gérer les documents en masse? Par exemple, je dois sortir tous les certificats RSE d'une saison. Comment faire pour éviter de rentrer dans chaque composant ou produit? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors moi, je l'ai déjà vu faire via des petits spécifiques, en fait, hein, des petites moulinettes qui peuvent aller chercher automatiquement dans un répertoire et par rapport à la codification d'un document, comme on pourrait le faire sur une image, par exemple, aller mettre automatiquement les choses dans le PLM. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir, mais ça veut dire un petit développement, un petit spécifique, une petite moulinette qui va aller automatiquement chercher dans un répertoire et mettre les documents au bon endroit. Parce que sinon, en fonctionnalité de base, je crains malheureusement qu'il faille aller sur chaque matière ou chaque fournisseur et ça ne sera pas très marrant. Donc, j'aurais tendance à envisager plutôt ouais, petit spécifique pour gérer ça facilement en masse parce que l'utilisation parce que sinon, on peut utiliser les vues avec les matières et avec les documents, mais de toute façon, il faudra prendre le document un par un, et je pense que même si on passe par une vue avec l'ensemble des matières, ça ne répondra pas à la problématique. Donc voilà, j'aurais tendance à dire ça, plutôt un petit spécifique qui va les mouliner et mettre au bon endroit les choses en automatique par rapport à un fichier correctement codifié. Merci, Laure. Je t'en prie. On avait une deuxième question de Sylvie. Donc, est-ce que les reportings en mode avancé peuvent être aussi au niveau collection pour toutes les matières? Ah, tout à fait. Tout à fait. L'ensemble, en fait, des reportings, on peut les gérer, ah oui, complètement, en fait, à tous les niveaux. On gère des reportings avec des tableaux, des graphiques, plein de types de graphiques possibles. Donc oui, bien sûr que oui, tout à fait. On peut gérer ça au niveau, sur l'ensemble des matières sans aucun problème. Merci. Les questions s'enchaînent. Donc, on a une nouvelle question de Thierry qui nous demande avez-vous des exemples sur le digital approval à partager à travers des liens web? Alors, Digital Approval, vous pouvez aller voir le site de DMAX, donc DMIIX, qui est une entreprise qui est notamment très avancée sur la gestion des LabDeep, dans un environnement normé avec des écrans calibrés et des deux côtés et des boîtes à lumière, des gestions très avancées en fait des données physiques de la couleur matière et des couleurs spectrales qui permettent vraiment de gérer la colorimétrie, les LabDeep, voilà. Super. D'autres questions, Sarah? Ok. Oui, c'est Laurence. Je prends la parole, juste c'est plus simple pour poser ma question. Je voulais Nickel. savoir si, si c'était possible. Donc, on a bien compris qu'on devait alimenter une librairie matière avec différents éléments techniques et qu'on pouvait intégrer beaucoup d'éléments liés à cette matière. J'ai deux petites questions. La première, c'est quand une matière est déployée chez plusieurs fournisseurs, comment ça se passe, comment ça peut se gérer, c'est-à-dire j'ai la même matière mais qui va avoir plusieurs fournisseurs et donc plusieurs spécificités. Et ma deuxième question, c'est est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir donc cette librairie qui est gérée pour toutes les saisons en fait, qui est un peu hors saison. C'est une librairie matière qu'on alimente. Comment à un moment donné faire le lien entre les matières suppliers et donc technicité qui ont été utilisées sur une saison et sur des produits donnés. Est-ce qu'il y a des reportings qui nous permettent de dire, ben voilà, vous avez alimenté la librairie de 100 matières suppliers. Sur ces 100 matières, il y en a peut-être 50 qui sont utilisées sur telle saison et sur tel produit. Alors déjà, je vais répondre à la première question. Donc, dans le PLM, on a une fiche matière qui est la fiche matière avec le code de la société. Donc, vous codifiez votre matière, vous mettez les spécifications. Après, à chaque fois qu'on fait un lien avec un fabricant, il y a un objet qui s'appelle Product Supplier qui donc, en fait, devient la matière chez ce fournisseur-là. Et c'est cette
ça peut être à cet objet-là qu'on va aller associer toute la documentation fournie par le fournisseur ou ou les résultats de tests, etc. Ce qui fait que pour une matière codifiée chez vous, vous allez avoir N product suppliers chez N fournisseurs qui vont elles-mêmes avoir en fait leurs caractéristiques, leurs fiches techniques et leurs tests, etc. Donc ça pose aucun problème. C'est natif dans le PLM. D'accord, donc je comprenne bien, vous avez une codification pour une matière jersey 100% coton, puis ensuite, Oui. pour cette même codification, vous allez associer plusieurs suppliers, C'est ça. comme on fait aujourd'hui, et au sein de ces suppliers, chacun pourra aller intégrer Exactement. ces éléments techniques, mais ça portera le même numéro de codification matière, comme aujourd'hui. Ok, ça je comprends bien. Exactement. Et après, on va évidemment stocker aussi la codification Mhm. chez le fournisseur parce que le fournisseur, il a sa propre codif et c'est important de pouvoir faire le lien entre une codif interne et la codif chez le fournisseur. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. La deuxième question, donc la matière, c'est vrai qu'en général, la matière n'est pas saisonnalisée, hein. Enfin, on peut identifier une saison de création et puis après, voilà, en général, c'est ce qui se passe, hein. On va pas gérer l'information de saison au même titre qu'on a une saison sur un produit. La matière, elle va vivre dans le temps et la bibliothèque matière, oui, en général, elle persiste dans le temps. Donc, une même matière, via les cas d'emploi, on va être capable de retrouver quelle est l'utilisation dans les différents produits sur les différentes collections. Ça, c'est très facile. Mais la question était sur les matières fournisseurs. Ben, en fait, une matière n'existe pas sans fournisseur. Donc, Oui. on intègre toujours sur un produit, donc dans une nomenclature, une matière fournisseur. Oui. Donc, ma question, c'est comment vous faites dans les PLM actuels pour obtenir quelles sont les matières utilisées sur telle saison donnée. Donc, quelles sont les matières suppliers utilisées sur telle saison donnée, sur tel produit. Eh ben, De manière très simple. on le retrouve via le cas d'emploi. Et en fait, Le dans cas les d'emploi, PLM, je comprends pas trop le ce que cas, c'est. ben, le where use, en fait, c'est par rapport à une matière. On va retrouver Oui, facilement tous les produits qui ont utilisé oui, cette mais matière. Et on ouais, mais peut. c'est pas des reporting, ça. Moi, je vous parle vraiment de reporting, quelque chose de très simple qui nous permet de dire, c'est pas des reporting. Aujourd'hui, on a le where use, il faut rentrer dans chaque matière, Non, 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 supplier. c'est un where use global. C'est un where use global qui, par rapport, en fait, qui est capable de faire du reporting en masse, pas sur une matière, mais sur un ensemble de matières, de dire, voilà, quelles ont été les matières utilisées sur la saison. Avec tel produit. Ok, ça Oui, tout à fait. existe. Tout à fait. Ok. Alors, pas sur tous les PLM, j'imagine. Et ça dépend des PLM, ça dépend des Ah, versions. Parce que, alors, ça dépend des en tout cas, PLM. aujourd'hui, non, ça n'existe pas chez nous, en tout cas. Ok. D'accord. Ben, en tout cas, ça existe. Alors, si on va le citer, hein, parce qu'on le connaît tous, ça existe chez Centric, Voilà. notamment. Mm. On est capable de faire ça. Et de le Sur faire en Flex masse, en PLM, fait, hein. le Flex PLM, en tout cas aujourd'hui, on doit aller sur la matière supplier, cliquer sur Where Use, et là, on a des baumes dont Et on ne on sait les. pas sur quelle saison ils sont. Et donc, on est Et dans oui, l'incapacité d'avoir un reporting très simple disant telle matière a été utilisée sur telle saison et sur tel produit. d'accord, ok. Oui, je Ok. comprends la difficulté, c'est d'aller Eh ouais. d'ouvrir chaque matière une par une, c'est pas cool. Mm. Ok, Ok, merci beaucoup. pas de souci. Merci, Laurence. D'autres questions, Sarah? Alors, dans le chat, on n'a plus de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à soit les poser dans le chat, soit prendre la parole. J'aurais une question vis-à-vis de la. Attendez, il y a un écho. Ouais, c'est bon. En fait, c'était par rapport au lien entre matière digitale et qualité matière. En fait, est-ce que vous connaissez des solutions justement qui permettent à la fois de gérer nos assets digitaux et en même temps de pouvoir gérer la qualité des matières, notamment les résultats d'essai, etc. Et de pouvoir avoir une expérience de recherche de la matière en lien justement avec les résultats d'essai également. Alors, moi, je vais avoir des solutions où il y a, toutes les propriétés physiques, mais pas forcément les résultats pour l'instant, des tests, d'usage, qu'on évoquait, en fait. Je pense que c'est des choses qui vont venir parce que les acteurs qui sont très engagés déjà dans la digitalisation matière, ils sont engagés aussi dans des démarches qualité très poussées.
Et au-delà de toutes les spécifications matières et toutes les demandes en lien avec la traçabilité, évidemment, les résultats de test vont suivre. Et ça me paraît être l'étape nécessaire pour pouvoir avancer au plus vite en ayant toutes les données en main. Mais pour l'instant, j'ai pas de tête comme ça, une solution qui fournirait également les données de test. Mais comme on peut déjà avoir des solutions qui donnent la main à des digital hubs qui vont ajouter les propriétés physiques que les fournisseurs, aux matières que les fournisseurs auront rentrées, on peut très bien imaginer que les laboratoires vont venir aussi, dans un très court terme, ajouter leurs résultats de test aux bibliothèques de matières digitales. D'accord, ok. Donc, Mm. enfin, la transition, elle est en cours, mais Je enfin, en tout pense, cas, la ouais. transformation, elle est en cours, Ouais. mais on n'a pas encore de solutions qui permettent de cumuler. Enfin, là, on parlait, enfin, vous avez présenté par exemple beaucoup de use cases sur Centric, mais du coup, en soi, Centric, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de gérer le fichier de matière digitale, en tout cas d'intégrer les métadonnées en Oui. lien avec les résultats qualité avec le fichier digital, on est d'accord? Non, non. C'est pour ça là que j'évoquais des DMX sur le LabDeep, mais ils ont aussi une gestion des métadonnées matières, notamment avec tout ce qui est origine, composition et tout ça, qui est en lien avec les matières digitales. Mais dans ce cas-là, ce qui est compliqué, enfin, c'est le fait de pouvoir justement associer ensuite les données matières aux données produits, en fait, à l'usage, puisqu'en fait, des mix enfin, savent faire de la base de données matière digitale, mais derrière, c'est de l'associer au cas d'usage, où là, en fait, il faut forcément une connexion avec un PLM. Et Ouais. enfin, en tout cas, nous, c'est la problématique un peu qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on Ouais. ne sait pas trop comment se Bah, positionner sur ces problématiques du fait qu'on n'ait pas une solution tout en un qui réponde à tous ces ouais, besoins. bah, après, il faut passer par des API et gérer un petit peu la transition des. Mhm. Très bien, merci. On n'a pas encore un process unifié, tout inclus du début jusqu'à la fin, non. Non, parce que, Centric permet de gérer des matières, 3D et je pense que c'est peut-être, ce que vous faites, mais en tout cas pas de l'intégration complète avec, l'ensemble des données n'est pas enfin, je pense que c'est des choses qui sont en cours d'évolution et ça va continuer à évoluer et il y a encore des marges de progression là-dessus. Mhm. Pour l'intégration totale du process, ouais. Très bien, merci. Merci à vous en tout cas pour, l'ensemble de vos questions. Merci d'avoir participé à ce webinaire et puis, à très bientôt j'espère. Merci. Bonne journée à Merci vous en tout Laure, cas. merci Elsa. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci.